À quasiment un mois de la fin de cette saison 2023-2024, on va faire un nouveau point sur les joueurs qui sont prêtés par l'OM en s'intéressant à leur temps de jeu dans leurs clubs respectifs et aussi à leur avenir à l'issue de la saison. Comme lors du dernier épisode, on va aussi faire le point sur les joueurs qui sont prêtés à l'OM, Correa, Meite et Jean Onana, en s'intéressant à leurs prestations et à leur avenir à Marseille. On commence sans plus attendre avec un focus sur la situation de Salim Benseghir qui pour rappel a été prêté à Neuchâtel Xamax en 2ème division suisse sans que son prêt soit assorti d'une option d'achat. Jusqu'à présent il a joué 17 matchs mais la plupart du temps il doit se contenter de courtes entrées en jeu, seulement 4 matchs comme titulaire et un compteur statistique qui est toujours vide, aucun but et aucune passe D à l'heure actuelle. Début avril, Uli Forte a décidé de le titulariser pour le match face à Schaffhausen dans un rôle de milieu de terrain, seulement il est sorti sur blessure après 20 minutes de jeu, il a loupé les 3 derniers matchs de championnat, et le 5 avril, le site officiel du club expliquait qu'il devrait être absent encore 2 semaines. Il devrait donc faire son retour dans quelques jours si tout se passe bien. Concernant son avenir, il sera en fin de contrat cet été, alors je vois mal la direction le prolonger alors que son prêt à Valenciennes a été plus que timide et qu'il n'est pas parvenu à s'imposer en D2 Suisse. À mon avis, on se dirige vers un départ libre au mois de juin sans trop de surprises. Un recrutement en post-formation qui n'aura pas porté ses fruits alors qu'il était considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs de la formation niçoise aux côtés de Bilal Nadir, mais à l'heure actuelle les destins sont bien différents entre les deux puisque Nadir a prolongé après avoir accumulé du temps de jeu en janvier. Pour Jordan Amavi, la situation n'a pas vraiment évolué depuis le dernier épisode à un détail près, il n'a toujours pas joué la moindre minute sous le maillot brestois, Eric Roy n'avait pas jugé bon de le faire entrer sur les 7 apparitions qu'il avait faites sur le banc en septembre-octobre, par la suite il s'était blessé au mollet droit, une blessure qui l'a éloigné des terrains jusqu'au début de l'année, mais au moment de faire son retour, il est retourné à l'infirmerie à cause d'une blessure au mollet gauche cette fois. Au total, il aurait été absent pendant 4 mois, mais la bonne nouvelle c'est qu'il a fait son retour dans le groupe du SB29 depuis début avril. Il était sur le banc pour les matchs contre Metz et Lyon, à voir maintenant s'il aura l'occasion de jouer quelques minutes sur les 5 matchs qu'il reste, mais j'imagine qu'Eric Roy ne chamboulera pas son équipe alors qu'ils ont une place en Ligue des Champions à sécuriser. Bradley Loco fait une excellente saison en étant tout simplement indispensable, il joue l'intégralité des matchs à chaque fois et à côté de ça, Amavi doit aussi passer devant Antonin Cartillier dans la hiérarchie, mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, les deux n'ont joué aucune minute sous le maillot brestois depuis qu'ils sont là. Sur son avenir, la réponse semble finalement assez simple, il a encore un an de contrat à Marseille avec un salaire de 240 000 € par mois, je le vois mal tirer un trait sur sa dernière année de contrat, quand on voit les 3 dernières saisons qu'il a réalisées, on peut dire sans trop se tromper qu'il n'aura plus jamais un tel niveau de salaire. On partira donc sur un nouveau prêt pour limiter la casse, mais a priori cette saison l'économie serait vraiment très faible, puisque d'après Sportune, Brest ne prendra en charge que 20 000 € par mois sur les 240 000 € qu'il touche. C'est une grosse erreur de l'avoir prolongé et ça pèse toujours autant sur les finances du club, vivement juin 2025 pour en finir définitivement avec cette situation désastreuse. Renan Lodi de son côté sera définitivement un joueur d'Al Hilal à la fin de la saison, mais il fait pour l'instant partie des joueurs prêtés. Son intégration se passe très bien en Arabie Saoudite puisqu'il est titulaire indiscutable avec Al Hilal en étant associé à Al Dossari dans le couloir gauche. Il a d'ailleurs remporté son premier titre il y a quelques jours, la Super Coupe saoudienne en s'imposant 4-1 face à Al Ittihad, le club de Benzema, Kanté et Hamdallah qui est entraîné par Marcelo Gallardo. En revanche, il ne peut pas jouer la Ligue des Champions asiatiques, probablement à cause des quotas de joueurs étrangers, puisqu'Al Hilal compte déjà Milinkovic-Savic, Malcolm, Mitrovic, Koulibaly et Bounou dans la liste des joueurs sélectionnés. En tout cas, Lodi a déjà joué 8 matchs depuis son arrivée en Arabie Saoudite. Je ferai un point sur lui jusqu'à la fin de la saison, mais quoi qu'il en soit, il ne reviendra pas à Marseille puisque l'option d'achat est obligatoire. La saison de Conrad de la Fuente est tronquée par les blessures, il a été absent 2 mois en début de saison après une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, ensuite il a alterné entre matchs sur le banc et courte entrée en jeu, il n'a été titulaire qu'une seule fois en championnat, c'était face à Huesca fin janvier, mais il a enchaîné avec un nouveau pépin physique au mois de février. Depuis qu'il est revenu début mars, il cumule seulement 74 minutes de jeu, le point positif c'est qu'il a inscrit un doublé face à Eldense il y a 2 semaines, sur le premier but il fait un très bon appel dans la surface, le déplacement est très bon aussi, et il coupe bien le centre de Soriano pour tromper Aceves. Sur le deuxième, il finit avec de la réussite après un très bon centre de Stoichkov. C'est un doublé qui devait lui donner de la confiance et lui permettre d'enchaîner, seulement il s'est blessé, il a d'ailleurs loupé les 2 derniers matchs d'Eibar et finalement son prêt est très compliqué du point de vue blessure. Il a loupé 14 matchs à cause de ça, il est très rarement titulaire et son bilan statistique se limite à 3 buts depuis le début de la saison. Il a été prêté avec une option d'achat dont le montant n'a pas fuité. À l'heure actuelle, je vois mal Eibar la lever puisqu'il n'a jamais pu enchaîner les matchs. La direction tentera sûrement de le vendre cet été à 1 an de la fin de son contrat. De son côté, le joueur expliquait au micro des réservistes qu'il aimerait revenir à Marseille pour montrer sa valeur, mais quand on voit ses 2 derniers prêts, ça ne plaide pas vraiment en sa faveur.
Concernant François-Régis Muguet, le prêt à Dunkerque semblait être une très bonne idée pour qu'il puisse s'aguerrir en allant chercher du temps de jeu régulier en Ligue 2. Le souci c'est qu'il s'est blessé après avoir joué 2 matchs contre Saint-Etienne et Rodez. Ça fait maintenant 2 mois qu'il est absent, mais Luis Castro a donné de ses nouvelles avant le match contre Guingamp. Son retour semble approcher puisqu'il a fait son retour à l'entraînement collectif, mais il n'était pas totalement prêt pour le match du week-end dernier. Il a déjà loupé 8 matchs, il lui reste maintenant 6 matchs pour montrer ses qualités puisque les supporters de Dunkerque n'ont finalement rien vu de lui jusqu'à présent. En tout cas, sa saison est très mouvementée, il avait bien commencé en tapant à l'œil de Marcelino, son temps de jeu a ensuite été très faible sous Gattuso qui aimait moins son profil, il y a eu sa suspension en janvier quand il a refusé d'aller à la CAN pour se concentrer sur sa situation en club, et maintenant ce prêt tronqué par une blessure importante. Espérons maintenant qu'il termine bien la saison en montrant de très bonnes choses en Ligue 2. On enchaîne avec la situation de Vitinha au Genoa. Pour rappel, il n'avait cumulé que 20 minutes de jeu sur ses 4 premiers matchs, mais depuis début mars, Gilardino l'avait fait jouer davantage. Quasiment une demi-heure face à l'Inter avec un but refusé, une mi-temps face à Monza avec son premier but à la clé, et une titularisation contre la Juventus aux côtés de Retegui et Gudmundsson. Seulement il s'est blessé à la jambe fin mars, il a loupé les 3 derniers matchs du Genoa, et c'est un vrai coup d'arrêt dans sa dynamique puisqu'il devenait de plus en plus important. Espérons maintenant qu'il revienne rapidement pour tenter de convaincre le Genoa de le conserver à la fin de la saison. Par rapport à sa blessure, les sources ne sont pas d'accord sur les raisons de celle-ci. Transfermarkt parle d'une blessure à la jambe, Flashscore évoque des problèmes de santé, Match en direct parle de leur côté de problèmes cardiaques, alors que plusieurs médias italiens parlent plutôt d'un problème musculaire. Le Genoa n'a pas officiellement communiqué là-dessus, mais espérons que ce ne soit pas trop grave. Concernant son avenir, la direction du Genoa semblait ouverte à l'idée de le conserver. Vitinha évoquait aussi la possibilité de rester là-bas parce qu'il considère que le club croit en lui, et il se sent plus soutenu qu'à Marseille. Tout va dépendre de ce qu'il va montrer sur les journées qu'il reste, mais j'ai du mal à imaginer le Genoa lever l'option d'achat de 25 millions d'euros. Des négociations auront sûrement lieu en fin de saison entre les deux clubs s'ils veulent vraiment le conserver. Pour Guendouzi maintenant, tout se passait pour le mieux avec un statut de titulaire indiscutable en championnat et en Champions League. Il se sentait très bien sous les ordres de Maurizio Sarri, il considère qu'il l'a beaucoup fait progresser, mais entre-temps le coach italien a démissionné et c'est Igor Tudor qui l'a remplacé. La saison dernière à Marseille, il ne savait pas comment l'utiliser, les relations étaient plutôt fraîches entre eux et ça s'est confirmé à Rome. Guendouzi n'a pas apprécié d'être remplaçant face à la Juventus, Tudor l'a fait entrer pour une dizaine de minutes, le temps pour lui de délivrer une passe D, mais sa célébration en pointant le banc du doigt n'est pas bien passé. Le Corriere dello Sport parle d'un nouveau clash entre les deux hommes, cette fois à l'entraînement. Guendouzi n'a pas apprécié d'avoir été mis dans l'équipe des remplaçants. Tudor n'a lui pas apprécié que Guendouzi quitte la séance après s'être plaint de douleurs au mollet. Des relations toujours très tendues et qui inquiètent la direction de la Lazio. Guendouzi ne s'est apparemment pas entraîné samedi et demande des garanties par rapport à Tudor. Les dirigeants veulent jouer les médiateurs pour régler ça au plus vite. Ils craignent que Guendouzi manifeste encore des envies de départ comme ça aurait déjà été le cas récemment. A voir comment ça va évoluer, mais quoi qu'il en soit, il sera définitivement un joueur de la Lazio en fin de saison puisque l'option d'achat est obligatoire. Certains articles laissent planer le doute, mais normalement c'est un transfert qui est juste décalé dans le temps et aucun retour en arrière ne semble possible, même si je peux me tromper, mais je serais très surpris. Paul Lirola a lui aussi connu une saison un peu tronquée, 4 blessures de courte durée certes, mais qui lui ont fait louper 8 matchs au total. Il n'a pas été absent longtemps, mais ses petits pépins récurrents l'ont empêché d'enchaîner. Malgré tout, il a joué 22 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts et 2 passes D. L'objectif du prêt, c'était qu'il retrouve du temps de jeu et qu'il se relance sous les ordres de Di Francesco qu'il avait déjà côtoyé à Sassuolo. En dehors des pépins physiques, le coach italien a toujours compté sur lui. Il est régulièrement titulaire depuis début février en étant parfois utilisé comme défenseur central droit dans son 3-4-1-2. Sur son avenir, il est prêté avec option d'achat, le montant n'a pas été révélé. Seulement d'après les infos de Tuto Mercato Web, la direction de Frosinone aurait déjà décidé de ne pas la lever. Apparemment, Longoria s'active et discuterait déjà avec Las Palmas pour lui trouver une nouvelle porte de sortie. Pour autant, il joue régulièrement, son coach lui fait confiance et peut-être que Frosinone décidera de lever l'option d'achat s'ils se maintiennent. Quoi qu'il en soit, si Lirola revient à Marseille, il aura encore 2 ans de contrat et la direction tentera de lui trouver une porte de sortie définitive si possible, étant donné que Longoria est très déçu par le côté extra-sportif. Alors maintenant, par rapport aux joueurs qui sont prêtés à l'OM, Bamo Meïté sera olympien la saison prochaine étant donné que l'option d'achat de 10 millions d'euros était obligatoire en cas de maintien. Sur les 6 premiers mois, il n'a été titulaire qu'une seule fois face à Brighton, mais son temps de jeu a été de plus en plus important à partir du début de l'année. Je l'ai trouvé très intéressant, mais malheureusement une blessure à l'entraînement a mis fin à sa saison pendant la trêve internationale. De son côté, Joaquin Correa ne fait pas partie des plans de Jean-Louis Gasset, il n'est entré en jeu qu'à
2 reprises face à Clermont et face à Lille, seulement 14 minutes de jeu sous les ordres de Gasset, qui justifie sa faible utilisation par la concurrence de joueurs axiaux comme Aubameyang, Ndiaye et Moumbagna, tout en assurant que son investissement est bon à l'entraînement et qu'il avait un bon état d'esprit. Après, de notre point de vue, on se souvient surtout de la nonchalance qu'il a montré à chaque apparition, en regardant ses coéquipiers faire les efforts défensifs sans trop se bouger. C'est pas une attitude qui nous plaît, très loin de là, et c'est surtout une attitude qui n'est pas acceptable pour un joueur professionnel. Dernier joueur prêté à l'OM, Jean Onana, qui avait enchaîné les matchs pendant la CAN comme prévu avant que son temps de jeu soit de moins en moins important par la suite. Il n'est pas inscrit sur la liste pour l'Europa League et maintenant il est absent depuis un mois pour blessure. Quand il a eu l'occasion de jouer, je l'ai pas trouvé très convaincant et à mon avis il partira en fin de saison dans l'anonymat le plus total. Pour que l'option d'achat soit automatiquement levée, il faudrait qu'il joue au moins 50% du temps de jeu d'ici la fin de saison et qu'en parallèle on se qualifie en Ligue des Champions. Aucune des deux conditions n'est remplie, donc sans surprise, il repartira à Beşiktaş cet été. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez prêté en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos Que sont-ils devenus et la présentation de Daryl Bacola qui sont sortis ce week-end. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.